On va continuer du coup sur un sujet qui parlera pas d'IA ou en tout cas pas trop, notamment qui va parler plus de cloud et de se dire aujourd'hui, quand on construit un système cloud, on peut le construire petit à petit et pas forcément se rendre compte de ce qu'on construit. Et à la fin, la facture peut devenir hyper importante. Et donc justement, on accueille aujourd'hui Anjouya, qui va nous présenter, côté e-advise, finalement, comment ils se sont transformés, à la fois en termes d'architecture et de méthodologie, dans l'objectif de réduire ces coûts du cloud. On peut l'applaudir bien fort. Merci pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre temps pour ce talk. En effet, assez éloigné de l'IA, mais quand même intéressant, je vous rassure. Je vous propose pendant ces 20 minutes de vous présenter un peu les 4 piliers principaux qui nous ont permis en 2 ans de réduire notre facture GCP d'un peu plus de 40%. Mais déjà un peu de contexte. Moi, j'ai rejoint iAdvise en septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet aux marques d'offrir à leurs clients une expérience de shopping, donc via des assistants conversationnels, donc avant des chatbots. Lorsque j'ai rejoint la boîte, elle avait depuis quelques mois opéré un shift, passant des bots NLU qu'on a tous connus, ces fameux choix multiples, vers la GenAI, avec donc un attrait nouveau pour le produit, avec de nouvelles fonctionnalités, et pour nous, équipe data, avec beaucoup plus de volume de données finalement à traiter. En parallèle, on a pu constater une croissance presque exponentielle de notre facture GCP, qui était fin 2023 estimée à peu près 150 000 euros. Ça peut paraître peu pour certains projets, mais nous, on était au-dessus de 25% par rapport au budget initial. Ça a valu même une convocation à ma chef à l'époque, de la part de la directrice financière. L'une des explications qu'on a eues, c'était de se dire que, vu qu'on avait quand même beaucoup plus de volume de données, c'était bien normal finalement que les coûts suivent. Mais on verra au cours de la présentation que c'était plutôt lié à un certain nombre de pratiques qu'on avait, qui n'étaient pas du tout optimales, et qui ont été mises en exergue en fait, par cet afflux de données. Pendant ces 2 ans, l'équipe data est passée progressivement de 3 personnes avant mon arrivée, pour se stabiliser aujourd'hui à 8 personnes, sur 2 pôles. Un pôle data engineering dont je fais partie, un pôle data insights qui s'occupe surtout de démontrer la valeur de ce que l'on fait à nos clients. Notre stack est essentiellement sur GCP. On a de la donnée événementielle via du Kafka, aussi des CRM tels que Salesforce, Luca, etc. On va avoir aussi comme data warehouse BigQuery, donc toutes les données brutes sont acheminées dans BigQuery. Et pour ça, on va utiliser comme outil ETL Cloud Composer. Donc pour ceux qui connaissent la version managée de Airflow. Une fois qu'on est dans GCP, on va venir agréger, transformer cette donnée avec Dataform, qui est un peu l'équivalent de DBT, et ou des Cloud Functions. On va mettre ces données dans des tables Gold qui vont servir de source de données à notre dashboard sur Tableau, qui est pour l'instant notre outil de BI. Donc, on l'a vu sur la slide précédente, à l'époque, BigQuery représentait 90% de cette facture, ce qui est énorme. Néanmoins, pour nous, c'était impossible de savoir pourquoi BigQuery coûtait aussi cher. Et ce, pour 2 raisons majeures. Premièrement, on n'avait aucune solution dédiée pour analyser finement les coûts, donc impossible de savoir quelle table, quelle requête, quel utilisateur coûtait de l'argent. Deuxième problème plus grave, on avait des credentials partagées. En service consommateur de BigQuery, inutile de rappeler qu'il ne faut pas faire ça, ce n'est bon ni en termes de sécurité, encore moins en termes de traçabilité budgétaire du coup. Et c'est l'une des premières choses qu'on a corrigées assez simplement, un service à compte par consommateur BigQuery avec, vous connaissez le principe du least privilege. Pour le premier problème, il a fallu un peu éplucher la doc GCP et elle fournit 2 solutions qu'on a mises en pratique. La première, c'est une vue BigQuery qui s'appelle Information Schema Jobs by Organization. Désolé pour mon anglais. Cette vue, elle va contenir en fait tous les logs des requêtes qui tapent sur BigQuery. Donc, toutes les métadonnées de ces requêtes. On va voir par exemple qui a lancé la requête, quelles sont les tables sources, quelle est la table cible, quel volume de données a été brassé, etc. etc. Donc, c'est une petite mine d'or, mine de rien. On va venir la joindre, cette vue, avec une autre source de données qui est l'export de facturation GCP, qui, elle, va plutôt contenir tous les coûts de nos opérations dans notre projet GCP. Opération qui inclut également nos requêtes, finalement. Donc d'un côté, j'ai mes requêtes, de l'autre côté, j'ai les coûts. Je peux joindre ces 2 données pour avoir cette vision fine, finalement, qui me manquait et savoir, du coup, qui coûte de l'argent. Une fois qu'on a commencé à faire ça, on a commencé donc à mesurer les coûts de nos requêtes, on a pu commencer à les optimiser.
Là, on voit l'un des dashboards d'observabilité qu'on a mis en place sur Tableau. Assez intéressant celui-là, dans le sens où il nous donne les coûts de nos tables en fonction du nombre de requêtes associées. Donc scatterplot, on voit en bas à droite, ces petits points, ce sont toutes les tables finalement qui vont être énormément requêtées, mais qui coûtent très peu d'argent. Donc on a les bonnes élèves, tandis qu'en haut à gauche, on aura les mauvais élèves. Donc ces tables peu requêtées, mais qui coûtent extrêmement cher. Et finalement, c'est là qu'on va venir prioriser dans les opérations de design que je vais vous présenter par la suite. Donc, ce levier d'observabilité, finalement, n'a pas eu un effet immédiat sur notre ROI, mais il nous a appris pas mal de choses, notamment qu'on avait énormément de requêtes, voire la majorité, qui faisaient des full scans de table, qui scannaient énormément de données pour donner un résultat que très peu de lignes, ce qui n'est pas optimal non plus. La documentation, encore une fois, BigQuery, je l'aime bien, assez structurée, donne des solutions assez cohérentes pour résoudre ce genre de problème, notamment le partitionnement et le clustering des tables. Je pense que la plupart des personnes ici connaissent ces principes. Je reviens quand même rapidement sur les définitions. Partitionner une table, on va venir la diviser en segments physiques. Généralement, on va choisir une colonne, souvent la date, pour diviser ma table en segments physiques. Et on va venir, dans nos requêtes SQL, filtrer de façon explicite sur les dates qui nous intéressent. Donc là, sur l'exemple, on voit qu'on filtre sur février, notamment. Ce faisant, on permet à BigQuery de ne lire que la partition qui nous intéresse. C'est important à savoir parce que dans BigQuery, la facturation standard, elle dépend du volume de données qu'on scanne. Donc moins je scanne de données, moins je paie, finalement. Nous, on a fait ça du coup sur une trentaine de tables dans un premier temps, qui ont été priorisées en fonction des dashboards d'observabilité dont j'ai parlé précédemment. On les a partitionnés et on a également du coup fait cette opération de filtrage sur les requêtes associées. Il y en avait à peu près une soixantaine pour cette table. On a pu tester et mesurer pendant un mois. On a vu qu'on avait des réductions du coût. Et donc, on a généralisé l'approche à l'ensemble de nos tables. Donc, on parle à peu près de 200 tables dans BigQuery et à peu près 600 requêtes SQL. Bon, pour le coup, on aurait bien aimé avoir l'IA pour automatiser tout ça, mais on ne pouvait pas. On a eu avec ça 27% de moins sur nos coûts BigQuery, ce qui est pas mal. La deuxième solution qu'on a eu à mettre en place, c'était le clustering. Donc, clusteriser une table, c'est venir trier physiquement les données de ma table. Généralement, en fonction d'un certain nombre de colonnes, on va prendre souvent les colonnes les plus utilisées en tant que filtre. On peut voir comme un dictionnaire. C'est un parallèle très rapide, mais on peut voir comme un dictionnaire. L'approche qu'on a eue chez iAdvice, c'est de se dire que contrairement au partitionnement finalement qui est assez intuitif, on va souvent partitionner nos tables par date. Pour le clustering, je dois connaître en fait les colonnes qui servent souvent de filtre dans mes dashboards Tableau notamment. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a clusterisé d'abord nos tables Gold. Donc, pour rappel, ce sont les tables sources de nos dashboards dans Tableau. Donc, chaque fois que qu'un utilisateur va aller dans Tableau, cliquer sur un filtre, cliquer sur une date, en fait, derrière, c'est une requête SQL qui est faite à BigQuery avec comme paramètre donc, ces colonnes. L'idée qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas ouvrir manuellement tous nos dashboards pour savoir quels étaient les filtres qui étaient utilisés dans chacun d'eux. Il y en a à peu près 300, c'est beaucoup trop chronophage. On a réutilisé la vue que j'ai présentée précédemment. Information Schema Just by Organization. Rappelez-vous, elle contient tous les logs des requêtes qui tapent sur BigQuery. Donc elle contient aussi les logs des utilisateurs Tableau, enfin des requêtes des utilisateurs Tableau vers BigQuery. Donc en jouant un peu avec cette donnée, on peut aller regarder dans toutes les clauses where, group by, having, etc. On peut voir en fait quelle colonne est utilisée, compter l'occurrence de ces colonnes et avoir une vision assez précise en fait finalement des colonnes qu'il faut utiliser pour clusteriser telle ou telle table. Donc encore une fois, on a testé ça pendant un mois sur toutes nos tables Gold et on a constaté une diminution des coûts des utilisateurs Tableau de 400 € par mois, assez stable aujourd'hui dans le temps. Et finalement, donc, le fait de partitionner nos tables, de venir filtrer explicitement nos requêtes SQL et de clusteriser les tables Gold, ça a d'abord permis de résoudre un problème d'architecture de données qui était latent dans notre plateforme, qui a du coup entraîné une réduction de nos coûts. Le problème suivant auquel il fallait s'attaquer concernait lui le cycle de vie de la donnée. Donc tous ces assets, tous ces dashboards Tableau, ces jobs ETL, ces tables BigQuery qui avaient été créés par le passé pour des raisons légitimes, mais qui étaient devenus obsolètes, parce que plus dans le temps. Comment s'en occuper? Pour tacler ce problème, on est parti un peu du haut de notre pyramide d'architecture, donc de Tableau, et de nos utilisateurs.
Il faut savoir qu'on était aussi dans un contexte à l'époque de migration de Tableau serveur vers Tableau Cloud pour diverses raisons, notamment économiques. Et à l'époque, on avait 1200 workbooks pour un peu plus de 150 utilisateurs actifs sur Tableau. Donc le ratio du nombre d'utilisateurs du nombre de workbooks par utilisateur était beaucoup trop élevé, il fallait le rationaliser. Ce faisant, on a eu beaucoup de réticence de la part des utilisateurs. On veut toujours garder les dashboards parce que peut-être qu'on en aura besoin plus tard, peut-être que ça servira à faire quelque chose dans le temps. Il fallait convaincre nos utilisateurs. Et pour les convaincre, on s'est appuyé un peu sur les données d'usage de Tableau. Notamment, savoir qu'un dashboard X est ouvert chaque jour, tandis qu'un dashboard Y, par exemple, n'a pas été ouvert depuis 2, 3, 4 ans et sans doute ne le sera jamais en fait. Donc ça ne sert à rien de le garder. En faisant ça, on a pu embarquer la plupart de nos utilisateurs avec nous dans cette migration et on a pu se débarrasser, désolé du terme, mais de 900 dashboards en fait, qui n'avaient pas de valeur à l'instant T. Et donc, on fait cette migration vers Tableau Cloud. Il faut maintenant éviter de retomber dans nos travers. C'est-à-dire éviter de réaugmenter ce ratio du nombre de workbooks par utilisateur. Et donc, il a fallu responsabiliser l'utilisateur. Ce via un guide utilisateur qui a été fait par certaines personnes de notre équipe et qui stipulait noir sur blanc que lorsque je crée un dashboard sur Tableau, j'en suis tout simplement le responsable et le propriétaire. Je me dois d'en assurer la maintenance, la distribution acquis de droit, mais aussi surtout de supprimer lorsque je n'en ai plus besoin. Ça paraît simple dit comme ça, mais lorsqu'on fait ça, en fait, on passe la charge mentale de la suppression de l'équipe data vers l'utilisateur. On lui fait confiance. Néanmoins, on le dit souvent, la confiance n'exclut pas contrôle. On a quand même mis en place des garde-fous en parallèle, notamment des process automatisés pour supprimer au bout de 9 mois d'inactivité tous les assets de tableau en fait, qui n'auraient pas été utilisés. Donc le fait de responsabilité utilisateur et de mettre un peu de technique a permis de résoudre le problème des assets dormants sur Tableau. Ce problème, néanmoins, n'est pas qu'inhérent à Tableau, on le retrouve aussi avec les autres composants de notre architecture, BigQuery, Dataform, Airflow, etc. Comment est-ce que je peux m'assurer de supprimer les assets de ces composants de façon sûre? Le problème est légitime dans le sens où si je supprime une table dans BigQuery qui alimente encore un dashboard dans Tableau, je me retrouve avec des utilisateurs pas contents le lundi matin et une convocation de la part de ma chef. Donc, il fallait éviter ça, et pour ça, on s'est appuyé sur 2 solutions. On aime bien combiner 2 solutions dans l'équipe. La première, c'est un data catalog maison qui a été fait, qui nous permet de faire le lien entre Tableau et BigQuery. Enfin, entre Tableau et GCP même, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur Tableau Cloud et on n'est pas dans l'environnement GCP. Donc, ce data catalog, il nous dit typiquement quelles sont les sources de données de nos dashboards. Là, sur l'exemple, on a un workbook qui s'appelle CMP Mode Configuration, et on voit qu'il provient de la table Gold qui s'appelle Ag CMP Mode Detection. Donc, on fait le premier lien entre Tableau et GCP. Une fois que j'ai ce lien, je suis dans GCP, je peux maintenant utiliser les solutions in-house de GCP, notamment Dataplex Data Lineage, qui est la solution de GCP pour la traçabilité des données, qui permet de voir toutes les dépendances qu'il y a entre mes jobs, entre mes pipelines, entre mes tables BigQuery. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec cette table Gold, XMP Mode Detection, je vois qu'elle est alimentée, la petite icône qu'on voit, c'est un petit process Dataform, elle est alimentée par un certain nombre de data sources, de tables sources, et je ne l'ai pas mis à l'écran parce que c'était trop grand, mais si je peux remonter un peu la pelote pour aller jusqu'à la source initiale, donc jusqu'à Kafka ou un CRM Salesforce par exemple. Donc en faisant ça, si je décide demain de supprimer mon dashboard dans Tableau, je peux remonter jusqu'à la source de données initiale et également le supprimer si besoin, si je vois qu'il n'alimente plus d'autres tables. Et le fait d'automatiser tous ces processus, finalement, nous a permis en un peu plus d'1 an de supprimer 180 workbooks qui n'avaient plus de valeur pour nous, de supprimer 10 tables Gold associées, 12 tables sources, et on s'est ainsi économisé le scan de 18 MB de données par mois, ce qui correspond à peu près à 110 € d'économie. Donc finalement, supprimer des assets, même si on n'en parle pas souvent, ça fait partie intégrante du cycle de vie d'une plateforme data. Le dernier sujet qu'on a eu à traiter était plutôt sur l'alignement humain. Donc on a supprimé l'inutile avec le pilier précédent. Du coup, on suppose que tout ce qu'on a gardé est utile. Néanmoins, est-ce qu'on l'utilise à bon escient? Est-ce que nos jobs Dataform, par exemple, ils tournent au bon rythme? Est-ce que la plateforme est sous-dimensionnée ou surdimensionnée par rapport aux besoins de nos utilisateurs? La réponse à ces questions, c'était non.
Et l'un des faits emblématiques par rapport à ça, c'était qu'on avait à l'époque des jobs dataform, donc de gros batchs de données, qui tournaient les week-ends. De façon intuitive, on peut se dire que personne ne travaille le week-end. En effet, ça a été confirmé par les données d'usage. On n'avait aucun usage le week-end. Donc, de façon très unilatérale, finalement, on est venu supprimer ces jobs le week-end. On a économisé facilement 500 € tout bêtement. Le deuxième problème concernait, lui, le nombre de runs par jour. On avait 3 runs par jour à peu près espacés de 8 heures. L'idée derrière, c'est de se dire qu'on veut que la donnée soit la plus fraîche possible pour l'utilisateur. Finalement, en regardant encore une fois la donnée et les données d'usage, on se rend compte qu'on a des pics de consommation le matin, quand tout le monde arrive au boulot, et souvent un peu en fin de journée. Si bien que ce run vers midi, 13h, finalement ne sert pas à grand-chose. En tout cas, il est en dehors de la fenêtre de valeur. Et ça a été du coup assez simple aussi de convaincre l'utilisateur qu'on n'en avait pas besoin et de le supprimer. Ce qui a mécaniquement réduit notre facture d'un tiers. Car rappelez-vous, sur BigQuery, on est facturé en fonction du volume de données qu'on consomme. Pour le dernier point, donc la fenêtre historique. Historiquement, on avait des dashboards, tableaux, qui allaient scanner tout l'historique de nos tables Gold. Souvent, facilement 10 ans d'historique. La question s'est posée, on s'est demandé est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir autant d'historique pour faire le reporting. On a demandé à nos utilisateurs quels étaient leurs usages réels. Et les réponses ont été finalement que très souvent, les KPI qui étaient mesurés étaient sur l'année en cours. Parce que finalement, on est dans un contexte où la donnée devient très vite obsolète. Rarement, peut-être 1 à 2 fois par mois, on pouvait comparer des métriques N0 versus N-1. Donc finalement, on n'avait pas besoin de plus de 2 ans d'historique. Et encore une fois, ça a permis de limiter l'usage, de limiter le volume de données à 2 ans maximum dans le reporting. Ce qui a également entraîné des coûts, a également entraîné des économies parce qu'on avait partitionné nos tables initialement. Ces 3 exemples que j'ai mis là, finalement, sont des décisions qui ont été prises par le passé, pour des raisons légitimes sans doute, mais qui n'ont pas été rechallengées plus tard. Et c'est souvent ce qui se passe finalement en entreprise, où on a des process, des algos qui marchent en fait à J0, mais qui ne fonctionnent plus des années après, tout simplement parce que le contexte de l'entreprise a évolué, a changé. Et donc ces 4 piliers que j'ai présentés, que sont l'observabilité, donc une meilleure gestion, une meilleure structure de données, une meilleure gestion du cycle de vie de celle-ci, un meilleur alignement de la plateforme avec les besoins de nos utilisateurs, nous ont permis finalement en 2 ans de passer de 150 000 € sur notre facture à un peu moins de 80 000 € pour GT pour 2026. Et ce, malgré un contexte où l'usage dans notre plateforme data augmente, notamment avec l'IA agentique. On met des agents IA partout maintenant, et ça, malgré cela, on réussit quand même à avoir une baisse qui continue. Et c'est ce travail de fond, finalement, qui a été fait en amont, qui a permis de ne pas avoir la facture qui suit, en fait, la courbe inverse. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on a fait une série d'articles Medium qui va beaucoup plus en détail que ce que je peux présenter en 20 minutes, avec notamment toutes les hypothèses qui ont été prises à l'époque, les échecs qu'on a eus aussi, parce qu'il y en a eu dans ce voyage. Voilà, vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse. Et il y a le petit QR code de l'Open Feedback, bien évidemment. Merci beaucoup. On va avoir le temps pour une question. Merci pour la conférence. J'avais une question. Donc, ça a été une tâche de fond hein, de vraiment réussir à faire baisser la facture. Est-ce qu'aujourd'hui, pour éviter les dérives, vous avez mis en place un suivi ou est-ce que vous n'avez pas peur du coup de retomber dans les travers ou... C'est une bonne question. Oui, en effet, j'ai parlé d'observabilité. On a en effet un suivi de nos coûts de façon journalière. On a des alertes qui ont été mises en place, en effet, pour voir un peu les coûts par utilisateur, voir si les coûts n'augmentent pas par rapport à ce qu'on s'est fixé. C'est d'autant plus intéressant que, comme je l'ai dit, on arrive vraiment dans un contexte d'IA agentique où on essaie, nous, en tout cas de notre côté, de se passer du tableau et d'avoir un peu les utilisateurs qui posent des questions à des agents et qui leur donnent des réponses. Donc il faut monitorer les coûts pour ne pas qu'on se retrouve finalement avec une facture qui triple parce que l'agent fait n'importe quoi. Donc oui, on a mis tout ça en place, bien évidemment.
Merci. On est arrivé au bout du créneau. Merci tout le monde. N'oubliez pas de laisser un petit feedback du coup à Ange pour sa présentation. Puis on peut le réapplaudir chaudement.